l'idée, c'est bien sûr là, pour le coup, d'échanger sur cette première thématique. On va rapidement faire un tour pour ceux qui ne sont pas présentés, pour que vous sachiez qui intervient. Puis après, je poserai quelques questions, mais je compte aussi sur la salle pour en poser et m'aider. Et puis, si j'arrive, je regarderai ce qui se passe sur Live Tweet aussi pour essayer de relayer. Donc, n'hésitez pas, on aura un micro qu'on peut faire passer dans la salle. Donc, vous levez la main et puis vous posez vos questions. Donc, on va commencer. Mathieu n'était pas encore parmi nous, donc je vais lui laisser le soin de se présenter rapidement. Et merci Régis et merci à toute l'équipe Cliclicite de nous accueillir aujourd'hui. Donc je suis Mathieu Réfé, Country Manager France de Public-ID, donc plateforme d'affiliation, et j'ai aussi donc une casquette de collaboration au sein du CPA avec Amaury, au sein du bureau, et avec Guillaume Gélis, donc qui est la troisième personne en fait, membre du bureau du CPA. Voilà. Oui, bonjour, Bruno Florence, donc je suis vice-président du SNCD, qui est le syndicat national de la communication directe, qui est un syndicat qui a été créé il y a longtemps, en 1933. On est à peu près 150 membres, plutôt des prestataires, beaucoup de monde de l'emailing, on a beaucoup de routeurs, on a beaucoup de bases de données d'acteurs qui louent des bases de données email, pas forcément la performance, au CPM, c'est un marché qui reste encore important, et on est membre fondateur de différentes organisations, notamment Signal Spam, dans lequel on est très actif. Merci. Ici, on a Olivier qui peut redire un mot. Oui, bonjour à tous. Je suis Olivier Pillet, donc président de la société Riviera Web et trésorier de l'AppMail. Donc notre société Riviera Web, on est un emailer, en fait, on fait du mail marketing. On gère 3 bases propriétaires et 6 ou 7 bases en gestion. Bonjour, Bénédicte Deleporte, je suis avocate spécialisée en nouvelles technologies, y compris en données personnelles, Internet, informatique, enfin tout ce qui a trait notamment à l'emailing. Ok, bon, on va y aller. Alors, est-ce que par hasard, il y a quelqu'un qui veut poser la première question dans la salle? Sinon j'en ai. Mais si quelqu'un a une question à poser, on peut tout de suite démarrer par la salle, parce que c'est encore vous qui avez sûrement les meilleures questions. Quelqu'un veut se lancer? Bon, allez, je vais y aller. Alors, on a parlé pas mal de bonnes pratiques. Moi, du coup, j'ai une question sur les mauvaises pratiques, et j'aimerais bien, si chacun peut nous donner son avis sur est-ce qu'il y a quelque chose en termes de collecte d'adresses à éviter à tout prix, évidemment un exemple ou quelque chose, parce que voilà, on a essayé de vous donner des bonnes pistes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont plutôt négatives et pas très efficaces en général aussi. Donc j'aimerais bien avoir l'avis d'un peu chacun, de façon très courte, mais juste peut-être une anecdote ou une mauvaise pratique de manière générale. Je ne sais pas qui veut se lancer. Personne? Allez. Si, moi je reviens sur l'exemple que j'ai pu donner sur Photobox tout à l'heure. On croit souvent dans la collecte d'adresses que le clic, en gros, le clic supplémentaire est l'ennemi du formulaire finalement. Et c'est pas forcément le cas. À partir du moment où on a réussi à bien comprendre quel est le besoin de l'internaute, ce qu'il recherche, finalement, peu importe qu'il y ait 1, 2 ou 3 clics en plus, l'inscription vous l'aurez. La problématique n'est pas tant justement que la visibilité du formulaire, etc. soit immédiate, elle est plus que la visibilité du call to action et de l'incitation soit bien comprise. Un autre point que j'ai déjà constaté moi dans le cadre de mon activité, puisque je suis consultant indépendant et je travaille avec mes clients à l'amélioration de leur programme d'email marketing, collecter correctement des bonnes adresses, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire, une fois que vous avez l'adresse collectée, encore faut-il faire des bons programmes marketing. Des bons programmes marketing, c'est-à-dire déjà avoir un ciblage en adéquation avec votre message. L'exemple que j'ai eu récemment, c'est peut-être une erreur, en tout cas, ça a causé beaucoup de problèmes. C'est une compagnie d'assurance, qui a envoyé un message prévoyance santé vieillesse à une cible qui comportait des étudiants. Donc on a eu des problèmes de délivrabilité, beaucoup de plaintes, etc. Donc c'est toute une chaîne en définitive qu'il faut travailler. Collecter correctement des adresses, c'est bien. Derrière, correctement les exploiter avec pas de la connaissance technique, mais de la connaissance marketing est indispensable. Oui, merci. Je ne peux que plus soyer ce que dit Bruno.
par rapport en fait à un raisonnement en silo qui voudrait consister à travailler dans un premier temps sur sa collecte et dans un second temps sur finalement l'animation et l'exploitation de ses profils. Il faut vraiment envisager en fait son processus de collecte en même temps que le processus d'exploitation et dans un tout, dans une même stratégie, avec les bons outils, avec le bon message. Et moi j'ai l'exemple finalement, parce qu'on a aussi une activité sur la partie co-registration, d'un annonceur qui a collecté en fait des leads avec Public-ID. Nous ne sommes pas assurés que ce client avait le matériel nécessaire pour relancer les leads et les animer dès l'embasement finalement dans sa base de données. Il a attendu la fin de l'opération et les 2 mois pour finalement enchaîner son CRM, enchaîner son PRM, et finalement les résultats étaient forcément très mauvais parce qu'il n'avait pas prévu finalement l'exploitation de ces données collectées assez rapidement et avec les bons outils. Donc il faut vraiment l'envisager en fait comme un tout et dans un même processus. Et pour le second point, c'est au niveau des mauvaises pratiques, c'est vraiment finalement de ne pas essayer d'être en blind par rapport à l'internaute et filouter par rapport à sa compréhension de où il a été embasé, par quelle société finalement il va être contacté à partir du moment où ce n'est pas clair pour l'internaute. Je pense que l'opération est vouée à avoir des problèmes de délivrabilité par la suite, de désabonnement, etc. La bonne pratique consistant à vraiment, et la CNIL nous le dit très bien, un consentement express et spécifique. Je crois voilà, ces 2 mots sont très importants et il ne faut pas essayer de contourner en fait cette partie-là au risque en fait de voir l'internaute fuir derrière par rapport au message qu'on lui adressera. Merci. Il y a l'action de ce côté. Dans le cadre des collectes en sponsoring, il convient d'imputer la notion de loyauté. Parce que bien souvent, en pratique, si vous voulez, en théorie plutôt, la collecte est légale, mais elle n'est pas forcément loyale. C'est-à-dire que l'internaute s'inscrit à l'opt-in partenaire, donc il accepte de recevoir des offres commerciales, mais il n'est pas forcément, si vous voulez, il n'a pas forcément conscience de son inscription. C'est-à-dire qu'il va recevoir des emails publicitaires sans savoir pourquoi il reçoit ces emails publicitaires. Donc il est vraiment important de montrer, si vous voulez, à l'internaute que la collecte est loyale. C'est-à-dire qu'à tout moment, il doit pouvoir savoir qu'il s'est bien inscrit pour recevoir des offres publicitaires. Peut-être toujours, je reviens sur le prix, mais on est toujours en face sur un marché en concurrence. Et quand on vient nous voir, plateforme, que ce soit chez Commission Junction, ValueClick ou tout acteur intermédiaire, on cherche toujours un prix. Et quand on cherche un prix, évidemment, on est tenté d'aller au moins cher. Et moins on va cher, moins on a des bases de bonne qualité. Et surtout, moins on a de services, parce que finalement, même l'email performance, on le voit bien, il y a un certain nombre de critères sur lesquels on n'est jamais tout à fait sûr de savoir quelle performance on va pouvoir sortir. Et l'éditeur non plus, d'ailleurs, parce qu'il doit tester, il doit investir, il doit envoyer des emails pour tester. Donc voilà, rester sur une logique peut-être un peu plus long terme, avec un certain nombre de partenaires, mieux regarder ce qu'on achète, plutôt que regarder le prix, parce que dès qu'on regarde le prix, de toute façon, on part tout de suite sur un biais. Et de se mettre plutôt dans une réflexion, on peut avoir on a le droit à un échec, on peut avoir des taux d'ouverture qui sont moins bons, on va essayer d'affiner, on va essayer de remonter sur les bons segments, on va essayer de modifier le message, toute cette mécanique. Alors peut-être que la notion de stagiaire, c'était aussi cette référence, c'est de dire que voilà, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est un investissement sur du long terme, et on va apprendre au fur et à mesure. L'email responsive, c'est typique aussi d'une problématique qu'on peut avoir, c'est que comme c'est de l'email perf, on file des créas, on en file peu, et potentiellement ils ne sont même pas responsives. Donc on se coupe d'un certain nombre d'acteurs et on a une perception après d'internaute qui est mauvaise. Donc oui, un email devrait être responsive quasiment en intégralité. Les créas doivent être testés déjà, par exemple, ne serait-ce que pour augmenter la qualité de délivrabilité. Juste peut-être pour être sûr de ce qu'on parle légalement, je vais laisser la parole à Bénédicte pour qu'elle nous refasse un point sur ce qu'on a le droit de faire au niveau loi et ce qu'on n'a pas le droit. Alors bien sûr, on a compris qu'il y a un concept de il faut aller plus loin, mais peut-être au moins partir déjà de la partie légale serait pas mal. La question est vaste. Donc on a la journée. En termes de loi, très rapidement, en fait, on a 3 étapes. On a la collecte, le traitement et la durée de conservation. Alors là, on parle de collecte. La collecte, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on passe sur l'opt-in, en fait. L'opt-out est de moins en moins accepté, sauf dans le B2B. Mais dans le B2C,
j'irai en général de l'opt-in. Olivier parlait de collecte loyale et d'information. Et effectivement, ça c'est une autre thématique vis-à-vis des consommateurs, c'est l'information. Le fait que le consommateur ou l'utilisateur, l'internaute, doit savoir pourquoi ces données ont été collectées, enfin oui, pourquoi elles ont été collectées, et le fait qu'il peut se désabonner à tout moment. C'est très important et on voit encore trop de messages arriver, et je parle à la fois en tant qu'avocate et internaute, on voit trop de messages arriver sur lesquels il n'y a pas de lien de désabonnement, ou alors ça arrive, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui annonce, etc. Donc ce sont des éléments qui sont très importants, qui sont dans la loi, et la loi prévoit, c'est une loi de nature pénale, donc elle prévoit des sanctions qui sont, de mémoire, c'est combien? Je crois que c'est 750 € par email. Donc c'est... Alors il y a des sanctions, il y en a peu. Pourquoi? Alors, d'une part, la CNIL jusqu'à maintenant avait peu de moyens. C'est-à-dire que les contrôles se faisaient sur place. C'est-à-dire que la CNIL débarquait dans les bureaux de telle société ou telle autre société, et ces contrôles se faisaient généralement sur dénonciation, c'est-à-dire plainte, et au niveau, comment dirais-je, à partir du moment où vous recevez 10 plaintes, 15 plaintes, 20 plaintes concernant une même société, il y a une lumière rouge qui commence à clignoter, et là on se dit, tiens, il faudrait peut-être aller voir. La CNIL, n'ayant pas des milliards de personnes qui travaillent à son service, ne pouvait pas se déplacer n'importe où. Depuis quelques mois, la CNIL a, en plus de la possibilité de contrôler sur place, la possibilité de contrôler à distance. Et c'est clairement l'objectif affiché pour 2014 et les mois à venir. C'est-à-dire qu'elle peut maintenant contrôler, comme nous on peut le faire, sur Internet, qui collecte, est-ce que la société qui collecte a effectivement déclaré ses fichiers, etc. Et derrière, la CNIL, avant de condamner, va envoyer une mise en demeure, etc., etc. Donc après, il y a toute une procédure qui se met en place et il y a quelques décisions qui apparaissent de temps en temps. Et dernièrement, en fait, la CNIL et les CNIL, les différentes CNIL européennes ont tapé très fort sur Google, par exemple. Et Google a été condamné à payer plusieurs centaines de milliers d'euros. En Espagne, de mémoire, ça doit être 1 million d'euros. Donc ça commence à faire des montants importants, mais effectivement, les différentes sociétés d'emailing qui se comportent comment dirais-je, en cow-boy ne sont pas encore assez sanctionnées. Est-ce que je peux ajouter un petit mot à ce qui est dit? Donc je suis Thomas Fondiel, secrétaire général de Signalspam. La CNIL effectivement a un rôle de gendarme également, en plus du rôle répressif, c'est-à-dire évidemment elle peut aller voir les sociétés et les remettre dans le droit chemin. Et en plus des contrôles dont vous parlez, elle bénéficie d'un top 30 des plus gros spammers en France, qui lui est remis par Signalspam. Et également, on travaille de plus en plus à fournir à la CNIL des informations sur les domaines from, pour mieux identifier les sociétés, mieux identifier les campagnes. Donc, on peut s'attendre à l'avenir à ce que la CNIL ait plus de moyens, sache mieux faire ces contrôles-là et prenne vraiment des sanctions, parce qu'elle va maintenant des objectifs chiffrés de contrôle sur les informations qui sont remises par Signalspam. Donc ça, c'est une nouveauté de la commission plénière. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que dans les années qui viennent, la CNIL puisse faire de plus en plus de contrôles et prendre des sanctions. Voilà, je vous remercie. Sans parler de la territorialité. Parce qu'effectivement, si les fraudeurs, au sens large, sont situés en Chine ou ailleurs, effectivement, c'est difficile. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle veut poser une question ou est-ce que je continue avec mes questions? Là, il y a une question au milieu. Oui, bonjour Olivier Perrault. En fait, je m'interroge sur la collecte, parce que bon, ça a un petit peu évolué, on va dire, depuis quelques années, notamment la collecte par le biais de jeux concours mutualisés.
est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'un jeu concours avec un petit lien invisible, j'accepte de recevoir machin, les sponsors, qui ouvre une fenêtre où on voit Bip Bip Média, Bop Bop, machin, etc. C'est-à-dire que des noms qui disent absolument rien à un internaute, si tant est qu'il voit le lien qui lui affiche la liste des gens qui vont lui envoyer des mails. Le consentement en principe doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir devant chacun des noms en question au moins une case oui, je souhaite recevoir Bip Bip Média, ce qui n'est pas le cas actuellement dans 90% des opérations de collecte que je peux voir passer. J'en vois passer énormément puisque j'ai un site spécialisé dans les jeux concours. Voilà. Et je note qu'il y a des améliorations avec la V2 de la charte du CPA. Je regrette que ce ne soit pas la V1, hein, puisque là on pourrait peut-être passer directement à la V3. Et puis bon, la CNEL qui a fait rajouter, qui lutte beaucoup pour rajouter sur toutes ces opérations de collecte un petit lien invisible tout en bas, je souhaite participer sans recevoir rien du tout. Mais quand même, c'est quelque chose de... Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose sur lequel il faut agir quand même à un moment ou à un autre, parce que ça devient quand même une horreur pour l'internaute. Ok, alors je ne sais pas qui veut répondre. Je pense qu'effectivement, pour juste rajouter, c'était une question que je m'étais notée aussi, c'est la question des collectes en co-sponsoring, où effectivement, de fait, quand on participe au jeu concours, on accepte de recevoir plein de newsletters, des sponsors, et en plus des partenaires des sponsors. Donc voilà. Petite ligne, mais c'est vrai qu'il y a plein d'améliorations à avoir. Et une notion de bon sens, et c'est vrai que l'opt-in partenaire, quand on réfléchit à ce que c'est qu'un partenaire, et quelqu'un de chez Orange assez bien placé me l'avait rappelé il n'y a pas très longtemps, et il a raison, quand on va s'inscrire sur un site, notamment sur des animaux, on a une proximité, qu'on reçoive un email parce qu'on est inscrit dessus, parce qu'on est en proximité par rapport aux soins qu'on peut apporter à son animal, c'est une chose. Quand on bascule directement, parce qu'on va beaucoup plus loin, on pourra aller beaucoup plus loin, donc c'est aussi à chaque annonceur et chaque acteur de réfléchir avec quelle base, à savoir à quelle base il travaille, et en quoi c'est un opt-in partenaire. Au-delà de ça, c'est une question de bon sens plus que de législation. On a du mal à le faire parce qu'on paye de la perf et que comme on paye, et on paye que ce qu'on récupère, on n'en a pas grand-chose à foutre. C'est une réalité de marché contre laquelle on essaye de se battre. Donc je pense que le bon sens, c'est aussi de revenir au-delà de la législation et essayer d'avoir un rôle plus corrélé à ces bonnes pratiques ou à ces logiques, sans dire ok, comment j'en vois moins et mieux, avec quel acteur je travaille. Un acteur aujourd'hui qui a aggloméré des bases et qui ne maîtrise pas et qui n'est pas dans le contenu est très très loin de ça. Donc se rapprocher des propriétaires de base, essayer d'avoir des relations plus long terme pour essayer de casser ça. Donc on est fautif, je pense, en tant que plateforme, parce qu'on est assez vite parti sur ce métier-là, bon gré mal gré. Aujourd'hui, on a fait marche arrière, mais on n'est pas les seuls à devoir le faire. Et c'est là où je pense que vous avez tous un rôle pour soutenir tout type d'action qui va en ce sens-là et faire que on soit aussi capable de dire non à des agences, aussi capable de dire non à des annonceurs, pour dire là, dans ces conditions, à ce prix-là, on ne peut pas travailler correctement. Ou alors, en plus, vous prenez un risque, parce qu'on a oublié ça. Aujourd'hui, il commence à se faire blacklister de plus en plus, et ce qui est globalement très très simple. Et j'espère que ces institutions et ces associations vont réguler de plus en plus pour faire qu'avec le bâton, on comprenne le message et on oblige le marché à avancer dans le bon sens, que ce soit du contrôle, que ce soit du blocage, que ce soit du passage en spam. Il y a un moment où, de toute façon, on pourra pas. Il faut qu'on lutte tous contre ça et qu'on revienne à des notions aussi de bon sens au-delà de la loi, parce que sinon, on fait évidemment n'importe quoi. Et ça a un prix. Ça a aussi un prix. Oui, donc, concernant la loi, donc la LCEN, donc a défini trois conditions, trois qualités au consentement: libre, spécifique, informé, sans forcément rentrer dans le détail. Donc nous, on a constaté, en travaillant sur la loi régulièrement, puisque au sein du SNCD, on a édité un code de déontologie et des fiches de déontologie, qu'il y avait beaucoup de liberté d'interprétation. Donc je pense que le problème n'est pas forcément juridique, respect de la loi, parce qu'elle est quand même pas très stricte et il y a des trous d'interprétation. Je pense que c'est plutôt du côté des annonceurs. Quand on recueille des dizaines de milliers d'adresses à bas coût sur des jeux concours mutualisés, quelle est leur valeur 1 an, 2 ans plus tard? C'est des données qui ne sont pas forcément suivies par les annonceurs. Mais là est, je pense, une des clés de l'intérêt de ce type d'opération.
suivre au bout d'un an, 2 ans, qu'est-ce qu'ont donné les 300 000 ou les 30 000 adresses que j'ai collectées sur ces agents concours, est-ce qu'elles étaient vraiment intéressantes sur le long terme? Malheureusement, on est souvent très court-termiste dans les entreprises. Parler à plus de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est pas toujours évident dans des contextes où on est au quarter, dans des sociétés américaines. Et moi, je pense que, mais ça c'est plutôt à partager, que l'emailing n'est pas forcément le premier média avec lequel qu'on devrait utiliser en termes de prospection. Pour moi, dans le contexte de l'emailing, il faut déjà avoir une maturité marketing importante pour bien travailler son formulaire de transformation, comprendre comment j'élève mes leads, etc. Et ça peut se faire sur d'autres canaux pour ensuite passer sur l'emailing. Enfin, moi, une des recommandations que j'ai souvent, c'est je veux faire de l'emailing tout de suite. Il faut peut-être d'abord dépenser quelques centaines d'euros, dizaines d'euros sur des mots-clés pour ensuite passer sur ce canal email qui est quand même un peu plus compliqué, sensible et sur lequel il y a beaucoup de pièges. Mais là-dessus, je veux bien avoir l'avis de la table ronde. Pour revenir sur les explications que tu donnais, justement, par rapport à la collecte en masse, en fait, par des jeux concours mutualisés, il faut savoir que nous, dans notre métier d'emailer, par rapport au volumétrie de routage quotidienne, au nombre d'opérations quotidiennes, enfin c'est notre métier, hein, donc on répond aussi à une demande du marché qui est assez importante de la part des annonceurs, et comme l'a dit Amaury, souvent malheureusement au plus bas prix. Il faut savoir que nous, on reclasse nos adresses tous les 30 à 45 jours et qu'on enlève à peu près 25 à 30% des bases de données. Ça veut dire que votre base de données, en gros, au bout de 3 à 6 mois, la base collectée que vous avez collectée aujourd'hui, dans 3 à 6 mois, elle n'existe plus, quoi. Elle est inactive. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément des abonnés, mais ils sont inactifs. Ça veut dire qu'ils n'ouvrent plus les emails, ils ne font plus rien. Ce qui est extrêmement mauvais pour une base de données et bien extrêmement mauvais pour les fournisseurs d'accès. Donc c'est à vous de retraiter. Tous les mois, vous devez réinjecter, en ce qui nous concerne nous en tout cas, c'est pas pour mes confrères, mais en ce qui nous concerne nous, 25 à 30% des bases de données. Pour qu'elles soient toujours actives et qu'elles répondent à des normes, si vous voulez, de taux d'ouverture, demandées par les protocoles des fournisseurs d'accès. Donc plus votre base ouvre mal et plus vous êtes sanctionné. Il faut savoir. Oui, par rapport à ça, moi j'ai fait un test il y a quelques temps sur une opération de jeu mutualisé. J'ai mis une adresse piège. J'ai reçu en 15 jours 3200 mailings de publicité sur cette adresse. Je reçois à peu près 300 000 mails de pub par mois sur quelques adresses pièges insérées sur ces adresses-là. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce ne sont pas les annonceurs qui utilisent ce type de collecte, sauf certains, mais qui utilisent, en fait, qui ont deux typologies, qui sont emailers et annonceurs. Ce sont les emailers qui collectent par ce biais par ce type d'adresse, par ce type de collecte. Et au final, si les adresses sont pourries, si 30% des adresses sont pourries au bout de 45 jours, c'est aussi parce que les emailers qui collectent par le biais de ce type de collecte vendent à des annonceurs derrière des adresses qui sont pourries par 3000 mails de pub tous les 15 jours. Olivier, ce ne sont pas que les emailers qui collectent par ce biais. Et bien souvent, les emailers, enfin, en tout cas pour ce membre de l'APMEL... ce ne sont que les emails. Ah non, ce ne sont pas que des emailers. C'est pas vrai. J'en vois 300 opérations à peu près comme ça par mois. Je n'ai jamais vu autre chose qu'un emailer qu'il y a un sponsor. Alors je ne citerai pas de nom, mais il y a des sociétés qui sont censées ne pas être des emailers, mais ils n'utilisent pas ce type de collecte pour leur CRM. Ils utilisent ce type de collecte pour derrière faire de l'emailing publicitaire et pour gagner de l'argent. Olivier, il y a aussi la notion de société qui recrute sous le nom de société et non pas de base de données, on est bien d'accord, et qui utilise une adresse démultipliée sur 40, 50, 60 bases, ce que disait Amaury, qui font une forme d'opt-out en fait. Mais ça, non, voilà, ça c'est pas nous, qui sommes dans ce panier. Donc malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, on essaie de réguler ce marché à cause de ça. Si la collecte se limite juste aux emailers de l'APMEL, il n'y aura plus de problème.
Tu veux encore répondre rapidement alors, parce qu'on va essayer d'aborder d'autres sujets quand même, très, très rapidement. Ok. Non, je voulais juste rappeler que ici, les démarches en fait de l'APMEL et du CPA au niveau de la charte email, surtout au niveau du CPA, traite ce sujet de jeu concours mutualisé et impose un cadrage dans la V1 et dans la V2. On va plus loin sur la structure et l'organisation et le recueil du consentement par rapport à ces sponsors, avec une lisibilité claire en fait des sponsors de l'opération, avec un lien cliquable qui permet de jouer sans être embasé dans les sponsors, etc. Alors effectivement, on aimerait aller plus loin, on aimerait tout résoudre d'un coup, et Olivier, je suis assez d'accord avec toi, est-ce qu'on doit aller plus loin? Oui, on doit aller plus loin, mais chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose, et on ne peut pas dire que ce ne sont pas des démarches qui vont dans le bon sens pour le moment. En tout cas, il y a encore un an ou deux, il n'y avait pas ces choses-là, et on avance petit à petit, mais en tout cas, le marché avance, et il y a des gens en fait qui travaillent sur ces sujets-là, et pour cadrer, et dans le sens en fait du business, et dans le sens de l'internaute et de l'ensemble du marché. En tout cas, moi je voudrais le réaffirmer parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière, que ce soit l'APMEL, le CPA, Signalspam, enfin il y a énormément en fait de gens qui se penchent sur ce souci-là, et ça avance petit à petit, mais ça avance et c'est déjà une grande chose. Juste, on va encore prendre 10 minutes pour pas essayer de déborder trop sur le timing, puisqu'on est déjà pas mal en retard. Donc, j'aimerais bien, moi j'avais une question, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle aussi qui démarrent peut-être un peu plus. Alors, c'est peut-être une question beaucoup plus factuelle, mais je pense qu'elle servira. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les 3 infos que l'internaute donne le plus facilement dans un formulaire et les 3 infos qu'il donne le moins facilement. Si on pouvait avoir un peu vos avis là-dessus, je pense que ça aiderait pas mal de gens aussi à travailler. Il y a 5 ans, il y avait une thèse qui a été faite par Caroline Midgen, qui est maintenant enseignant-chercheur à Rennes, qui était faite notamment avec l'aide de Bill Merci sur l'utilisation des formulaires de collecte en ligne. Je crois qu'elle a 5-6 ans et dans lequel elle avait fait de nombreux tests dans une démarche scientifique de chercheur. Notamment, elle avait identifié, elle avait essayé de cerner quels sont les profils. Est-ce que les internautes ne mentent pas lorsqu'ils remplissent un formulaire? Donc, elle avait bien identifié un contexte aussi de confiance, c'est-à-dire être clair dans le formulaire, donner l'ensemble des informations de la LCEN, mes données, qui collecte, comment seront-elles exploitées. À cette époque, de mémoire, l'information numéro de téléphone fixe et de maintenant mobile était l'information la plus difficile à obtenir. Nom, prénom, civilité et email, et dans l'ordre. Nom, prénom, civilité et email, email étant un peu plus difficile, étant des informations assez faciles à obtenir. L'âge est une donnée pas forcément évidente, ça dépend comment on le demande. Si on demande des tranches d'âge ou si on demande un âge précis ou une date anniversaire. Voilà. Vous devez pouvoir la retrouver quelque part sur Internet. Bon, elle a quand même 5-6 ans, mais je pense qu'elle a toujours une certaine validité. Au final, là-dessus, de toute façon, tout est une question de compréhension de l'internaute, du besoin de l'information ou non. Sur des sites comme Empruntis, si vous demandez jusqu'au revenu du ménage, clairement, c'est une info qu'on lâchera jamais pour acheter un téléphone portable. En gros, c'est clairement, à partir du moment où la personne a la compréhension de l'info, elle vous la lâchera. Donc, si elle comprend pourquoi il faut laisser la date anniversaire, elle vous la laissera, mais c'est juste, là, pour le coup, de la réassurance purement liée au formulaire et purement liée à l'objectif du site. Alors là, pour le coup, il y a du gros travail sur la réassurance, donc quelles infos je mets à côté de différents champs, j'en mets pas trop, j'en mets pas assez, mais ça, clairement, c'est du contextuel, donc c'est à vous de travailler dessus, quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur la salle? J'en ai vu quelques-unes intéressantes, mais s'il y a des questions dans la salle. Attends, le micro arrive de derrière. Bonjour, Thierry Decroix de Digital Keys. Je reviens un peu sur l'épisode précédent. On oublie une chose sur l'emailing, je suis un peu désolé, mais la communication, c'est d'abord de la puissance. Et qu'on soit emailer comme Olivier ou grand e-commerçant, il faut recruter des milliers, voire des millions d'adresses par an pour obtenir encore des résultats. Est-ce que la seule solution, c'est la délivrabilité? Parce que si on fait un test entre du CRAD moyen et de la quali, moi je fais du CRAD moyen, hein. C'est plus rentable. Tu vas bien me répondre.
Ce que dit Thierry, par rapport au CRAD moyen, c'est vrai que, mais là on en revient toujours à des notions de marché. C'est l'annonceur qui propose des tarifs. Si l'annonceur souhaite ne pas payer pour diffuser sa marque ou son produit, ou payer plutôt le moins cher possible, évidemment l'emaileur ou autres diffuseurs, parce qu'il n'y a pas que les emailers, hein, il peut y avoir aussi la notion des call centers hein, qui pollue pas mal aussi. À partir de là, il faut pas s'étonner. Maintenant, c'est sûr que si on regarde la chaîne de valeur, vous êtes annonceur, vous regardez la chaîne de valeur et comment votre marque ou votre produit est diffusé et comment elle va être perçue par le public, cette notion elle peut changer. Peut-être que des fois il faut mieux payer un peu plus cher et permettre aux acteurs qui connaissent leur métier, qui vont diffuser, aux intermédiaires qui vont diffuser votre marque et votre produit, de leur donner les moyens justement d'éviter ces mailing de masse, comme on peut le voir, où les taux d'ouverture ou la réactivité, si vous voulez, est très moyenne. Elle pourrait être nettement améliorée si c'est une volonté de chacun, comme l'a dit Amaury, c'est un écosystème, hein, donc il faut que tout l'écosystème se donne la peine aussi de faire avancer les choses. Et je complète juste avec juste ce que disait Olivier à l'instant. Si l'APMEL, le CPA, le SLCD, si l'ANSPAM, la CNIL, depuis 5 ans, on voit que tous les textes qui sont réécrits, toutes les prises de position, tous les cadrages qui sont faits à travers de chartes, de normes, etc., vont dans le sens de plus de dureté. Donc, a priori, c'est que le marché n'était pas assez dur, et a priori, c'est que le CRAD moyen, qui peut-être hier et aujourd'hui encore est peut-être plus rentable que de faire du quali, moi je continue de penser, et à l'APMEL, on a décidé de se mettre des bornes pour ne pas sortir d'un certain cadre. C'est pas qu'on ne sait pas faire plus crade ou qu'on ne sait pas faire moins cher, c'est parce qu'on pense que c'est pas l'avenir de faire plus crade ou aussi crade et aussi peu cher. Donc on verra qui aura raison. A priori, les FAI et les associations, tant de consommateurs, les feedbacks qu'on a des internautes que les associations représentatives des professionnels vont vers plus de dureté. Donc a priori, c'est ça le sens de l'histoire. Je crois qu'elle a raison, et plus ça va, moins ça va. L'email est mort, ou la manière dont on l'a fait est finie. On a bénéficié à une époque où c'était très rentable, et c'est vrai que l'email, on l'attaquait en premier canal d'acquisition parce qu'on avait de la perf. Aujourd'hui, il y en a encore qui arrivent à survivre entre les deux, qui ont essayé de moduler leur manière dont ils construisaient des bases. Si une base, elle n'est pas collée à un éditeur de contenu, c'est-à-dire avec une proximité, un respect internaute, déjà, ça, on l'a cassé depuis un moment. Et on est en train, et même avec un annonceur, même en montant son lead, on a beau essayer de trouver du volume, on ne l'a plus, parce que de toute façon, on n'a plus la rentabilité. Donc je crois qu'on arrive à un moment où soit on essaye de continuer, soit on fait des efforts et on va plus loin, et puis on rentre dans une mécanique qui va prendre du temps, où il va falloir retrouver des équilibres. Ça va être douloureux, il va falloir travailler plus pour générer moins de leads, c'est certain, mais on a eu une telle facilité pendant un certain nombre d'années qu'on en a surprofité, et en plus, il y a des acteurs qui en ont particulièrement tiré parti en s'agglomérant. L'email retargeting sur des mégabases ou sur des bases mutualistes, c'est le début de la fin, et pourtant tout le monde veut acheter que de ça. Alors qu'il y a de la transfert de données, ce sont des bases qui ont toutes été collectées en opt-out, et quand on va voir un annonceur, on n'arrête pas de nous parler d'email retargeting. Bon, ça me fait hérisser un peu les cheveux sur la tête, mais je pense que de toutes les manières, ça ne durera qu'un temps, parce que si nous on l'a fait, si l'ensemble des FAI et des associations sont en train d'avancer là-dessus, comme toutes les manières, même avec du volume, on n'a plus la performance comme on l'avait avant. L'internaute maintenant commence à être cultivé à la culture de la désinscription, etc., ou le refus d'eux. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de choix, si ce n'est d'essayer d'accélérer la migration vers quelque chose de plus responsable. Rémi, vous voulez encore répondre? Après, on prendra, je pense, une dernière question. Ah oui, moi c'était juste pour retourner l'hypothèse. En fait, j'ai fait de l'affiliation à une époque, et c'est quand je faisais de l'affiliation que je trouvais le plus facilement les fraudeurs, puisque comme c'était mon métier, je voyais un peu tout. Thierry, Olivier, au-delà de la délivrabilité, justement, dans l'hypothèse où vous feriez du CRAD moyen, quel serait le plus efficace contre des méthodes comme ça? Allô? J'ai pas particulièrement de réponse par rapport à ça. Je pense que beaucoup de gens dans cette salle, dont les gens sur le plateau, on a tout testé et on peut voir la différence. Le problème, et je reviens sur ce que dit Olivier, les annonceurs doivent payer plus cher pour du quali. Aujourd'hui, il y a 95% des sites de e-commerce qui sont déficitaires, qui ne trouvent pas de rentabilité aux actions marketing en général, à cause de l'emailing, sûrement pas, à cause de Google, à cause donc
Moi, je suis d'accord, hein, c'est mon métier, donc je le vends tous les jours. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne veux pas faire du crâne moyen. Hein. Je ne veux pas faire très bien, mais je n'ai aujourd'hui trouvé en aucun cas, c'est parce que je paye 2 € un lead versus 50 centimes et que je mets un process PRM, CRM bien foutu derrière et tout, que je vais augmenter ma durée, je vais sensiblement augmenter ma durée de vie de l'email. Elle passera peut-être de 6 mois à 7 mois, mais elle ne passera pas à 4 ans. Quoi. Donc est-ce que l'emailing est un média éphémère? Je ne sais pas. Sur le contexte, moi je pense que ce qui tire principalement, on a quand même un goulot d'étranglement qui est sur la délivrabilité et qui nous tire de toute façon vers pourquoi pas faire de la puissance mais de qualité, c'est-à-dire cibler des messages correctement personnalisés, arrivant au bon moment. Donc on est dans ce contexte-là. Excusez-moi Bruno. Oui. Qui a de très bonnes performances, je pense que vous les connaissez bien. Oui. Ils envoient quand même des millions de mails pour avoir leurs résultats. Oui, ils en envoient moins. Ah oui, un peu moins. Alors attention, ça dépend si on parle. On en envoie un petit peu moins. Ça dépend si on parle feed, si on parle prospection. Ça dépend si on parle feed, si on parle de prospection. Et de toute façon, la tendance... Là, je prends des annonceurs. C'est-à-dire que des gens qui ont dans leur base de données 10 ou 12 millions d'actifs, il y en a en France. Amazon, Cdiscount, il y en a plein. Ils envoient des millions de mails. Donc peut-être qu'ils utilisent de bonnes pratiques, mais sans puissance, on ne devient pas un grand site. Ceux qui sont à TF1 tous les soirs à faire de la pub, ils ont de la puissance. Donc je ne pense pas que Cdiscount ait 10 à 12 millions d'actifs, mais voilà. Donc de toute façon, la tendance, enfin, nous on a constaté une dernière statistique au sein du SNCD. Chaque année, depuis 7 ans, on demande aux routeurs membres du SNCD, en essayant de garder un isopérimètre, le volume d'emails routés chaque année. Donc chaque année, depuis plusieurs années, on a augmenté de 15-20%, ce qui est énorme. On est arrivé cette année à un plafond à 133 milliards d'emails, ce qui fait router en fidélisation et prospection sur les territoires français par des routeurs français. Si on le ramène au nombre d'internautes, on arrivait à environ 8,3 emails commerciaux reçus par jour et par internaute. Ce qui est énorme. Hein. Alors on le ramène, ce n'est pas l'ensemble du marché, un internaute a 2,5 emails, on peut diminuer, etc. Mais on arrive à un plafond, et on le voit quand on discute avec les routeurs, toute la tendance est de router moins et router mieux. Est-ce que l'email perd son attrait? Non, c'est toujours le canal d'acquisition et surtout le canal de fidélisation le plus performant parmi tous les autres canaux sur le coût à la vente. Donc il est toujours super intéressant. Mais ce qui tire, ce qui freine, pour moi, c'est que les internautes reçoivent trop. Ils demandent à leur interface webmail de filtrer, de leur donner les moyens de trier le bon email du mauvais email. Et donc, on est dans des contextes de délivrabilité qui, à mon avis, sont plus des contextes très techniques, mais des contextes marketing. On parlera de délivrabilité après. On va faire une toute dernière question, parce qu'on a déjà pas mal de retard et il y a une pause café qui fera du bien. Alors, toute dernière question, et voilà. Merci Régis. Moi, j'ai une dernière question et je pense que ça rejoint un peu toutes les discussions concernant le bon message, bon moment, bonne personne. Donc on a parlé justement de surdélivrabilité au niveau du message, mais question de segmentation. Je pense qu'il y a quelque chose à discuter là-dessus, parce qu'effectivement il y a l'emailing qu'on peut louer au CPM où on a justement des capacités de segmenter particulièrement bien ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, quand on travaille en emailing à la performance pure et dure, et c'est ce que dit monsieur aussi, quand on a besoin de volume, on n'a pas la capacité forcément de segmenter ce dont on a besoin. Je parle surtout, je travaille beaucoup avec des plateformes d'affiliation, donc je le sais aussi, même des critères simples, que ce soit propriétaire, locataire ou des choses comme ça. Donc comment on fait aujourd'hui concrètement quand on a besoin de recruter, qu'on a besoin de volume et qu'on veut cibler pour justement envoyer son bon message déjà bien travaillé au niveau de la créa, pour ensuite la bonne cible. J'ai essayé de vous répondre rapidement. En ce qui nous concerne, toujours emailer et par rapport à ma propre expérience, nous on segmente. Hein. Enfin, on segmente pas à la source, c'est-à-dire en effet quand on collecte, on peut pas, par exemple, on a du mal à connaître la CSP, même si on sait que les CSP qu'on va recruter sur ce type de collecte, hein, d'opération de concours mutualisé, etc., c'est plutôt du CSP moyen moins. C'est pas forcément du CSP+. Mais aujourd'hui, on n'a pas, nous, à travers nos annonceurs, si vous voulez nos intermédiaires, on n'a pas de prix qui justifie une collecte de CSP+. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, pour la segmentation au niveau du routage, nous, on le fait tout simplement parce que le routage, on le paye au CPM. Donc, il y a un coût incompressible qui
Ça coûte très cher, il ne faut pas se voiler la face. Donc à partir de là, c'est dans notre intérêt de segmenter. Donc on va essayer de cibler au plus juste en fonction ou de la demande de notre intermédiaire, ou alors par notre propre expérience sur des opérations passées. Pour te dire, par exemple, les 30-35 ans vont marcher sur tel annonceur ou pas. Après, ça reste une segmentation, je dirais, comportementale. Mais c'est dans notre intérêt de segmenter. On n'a pas intérêt à tout le temps envoyer ce qu'on appelle une pleine base, envoyer des millions d'emails comme ça à n'importe comment, à n'importe qui. C'est très coûteux, ça use beaucoup les bases, ça énerve les internautes, parce que derrière un email, il ne faut jamais oublier, on parle toujours d'email, il y a une personne derrière cet email, donc lui, il a une perception de ce qu'il reçoit. Donc ça, c'est extrêmement important d'en tenir compte. Et on essaie d'en tenir compte au maximum. Mais encore une fois, notre métier, c'est emailer, et on répond à une demande du marché. Donc il faut répondre à cette demande. Et nous aussi, on aimerait déjà moins router pour des questions de coût. Déjà. Ça nous permettrait aussi de moins collecter, ou plus proprement, disons, parce qu'on aurait plus de temps, on aurait moins de dépenses à faire, etc. Voilà. Et de faire peut-être une segmentation avec plus de champs, etc. Donc plus vous ajoutez des champs, et plus c'est cher. Donc par exemple, le postal, si vous achetez des champs postaux, il faut à chaque fois ajouter des centimes derrière par adresse. Qui dit segmentation dit on revient aux fondamentaux de la collecte, c'est-à-dire collecter de manière proportionnelle, justifiée, etc. Donc savoir effectivement jusqu'où on va dans la collecte, ce que disait Olivier. Également s'assurer que les informations qui vont être collectées sont des données sur lesquelles on peut véritablement s'appuyer. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas tomber ensuite dans le profilage. Enfin, il ne faut pas tomber. Il faut faire très attention au profilage. Déjà, c'est mal perçu et c'est très encadré. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, ça fait longtemps qu'on est passé d'une logique de gros volumes non ciblés pour des envois emailing en affiliation à une logique de ciblage. Les capacités des partenaires emailers sont complètement différentes et vont toucher directement à leur mode de collecte. On en revient à ce que disait Olivier tout à l'heure, etc. Forcément, quand on achète de l'adresse email mutualisée à 3 cents, où on n'a pas le CP, on n'a pas la civilité, ça va marcher moins bien. Et là, c'est une logique de volume, mais c'est de moins en moins en fait prépondérant dans les plans médias finalement des plateformes. Donc chaque partenaire va avoir des capacités de ciblage. Moi, je vais les regrouper finalement en trois. Il va y avoir la façon de collecter. C'est pour ça que c'est très important de se soucier finalement et de s'intéresser au-delà du nom que vous présente votre régie, votre plateforme d'affiliation pour votre dispositif média, si vous êtes une agence ou un annonceur. C'est vraiment de savoir et comprendre comment en fait ces adresses-là ont été collectées. Est-ce que c'est de la collecte naturelle ? Peu probable, mais ça existe quand même. Est-ce que c'est de la collecte via des opérations de jeux concours et d'animation en fait de base? Est-ce que c'est de la collecte via de la co-registration simple, de la co-registration sponsorisée? C'est ça en fait qui va aussi permettre de comprendre où est-ce qu'on en est en termes de ciblage avec les partenaires. Le second point, ça va être finalement de la collecte, du ciblage, aussi via, et de plus en plus, et c'est dans l'air du temps, et c'est à la mode, c'est via de la data. Donc ça va être de la data interne, comme disait Olivier, avec un comportement finalement et des clusters d'audience qui vont être constatés sur des segments d'ouvreurs, de cliqueurs, sur une typologie de campagne routée par ce partenaire-là, et pourquoi pas, dans un second temps et dans l'avenir, de la data en fait externe et de l'enrichissement finalement de compréhension des profils. Enfin, j'ouvre le débat pour ouvrir aussi derrière, mais ça pourrait être finalement une voie de ciblage intéressante. On voit en fait toutes les problématiques autour de la data juridique, etc. Mais on voit aussi les bienfaits que ça peut avoir en termes de performance. Est-ce que c'est pas en fait un des points d'avenir de l'emailing d'acquisition à la perf ou autre? La question est posée, en tout cas je la pose. Voilà. Allez, on va en rester là. Merci à tous les participants, en tout cas à la table ronde.